Mon grand-père était soudeur, ma grand-mère était coiffeuse. Tu sais, c'est des gens qui, physiquement, faisaient du travail, qui ne pourraient pas comprendre qu'on est assis toute la journée devant un ordinateur ou qu'on prend le temps de discuter, comme pourquoi, comme fait les choses. Fait que je pense qu'il y aurait de la misère à comprendre, ouais. Comprendre un peu comment la société fonctionne vraiment. Et toi, de ta perspective à toi, est-ce que la société s'en va dans une bonne direction, à ton avis? Ça dépend dans quel sujet. Ça dépend dans quel thème. Si on s'en va vers là, la loi du moindre effort, je veux plus travailler, je voudrais tout ici, maintenant, ça pourrait être une tangente qu'on peut prendre qui fait peur. Donc, il y a des éléments qu'il faudrait peut-être revoir. Mais là, tu as référé plusieurs fois à ton chum qui est en réalité ton mari. Oui. Ah oui, ça. Ton mari t'inspire quoi? Mon mari m'inspire... oui, excusez-moi, on va y aller. Mon mari m'inspire, en fait, parce que c'est la personne que je connais qui est la plus intelligente, qui est la plus attentionnée. C'est la personne la plus gentille que je connaisse, mais on se connaissait pas. Fait que, parce que j'ai déjà remarqué que tu es très gentil. Il m'inspire le don de soi, l'amour inconditionnel, le partage. Son défi, c'est de passer les autres tout le temps avant lui. Fait qu'il a tendance à s'oublier là-dedans. Mais c'est la gentillesse en personne. Wow. Quelle est la chose la plus... quelle est la chose qui te rend le plus fier de ton mari? Le plus fier, en fait, c'est incroyable la quantité de choses qu'il sait et qu'il réalise pas, qu'il est expert dans un paquet d'affaires. Puis à chaque fois, il est comme « Ouais, là, ça, je suis pas sûre. » Puis là, ben, à chaque fois, c'est comme... Je le trouve hot. Wow. Tu sais, c'est hot. Et on va avoir, mettons, une discussion avec des gens. Puis là, il y en a une, elle dit c'est arrivé dernièrement. Moi, je suis ingénieur, des grosses machines, telle affaire. On fait des affaires. Puis là, elle explique, c'est full compliqué. Puis je comprends rien. Puis là, mon chum me dit ah ouais, OK. Puis là, ça, c'est les machines qui marchent telle façon. Avez-vous tel modèle ou telle chose? Puis je suis comme what? Tu sais de quoi qu'elle parle, puis fait que là, puis la discussion continue, puis là, je suis juste comme, ça, c'est mon chum. Il sait tout, puis là, il connaît tout. Ben, pas tout, mais c'est ça, c'est l'infinie compétence qu'il a, connaissance qu'il a dans tous les domaines. Souvent, on va dire, bon, majoritairement, son travail, c'est de l'informatique. Donc, les gars d'informatique, ça, c'est toi qui as fait ding! J'ai mal fait mon truc. Mais là, tu peux continuer. Désolé. Ouais. C'est pas grave. Mais c'est les gars d'informatique, la plupart sont pas manuels, mais lui, il est aussi bon en construction. Il peut faire de la plomberie, il peut faire toutes les affaires. Wow, OK, ouais. C'est un homme qui est... Comment j'allais dire polygame, qui fait plusieurs, qui est capable de polyvalent en fait, un homme très polyvalent. C'est comme un couteau suisse. Wow. Il y a tous les outils. Selon toi, c'est quoi en fait pour ceux qui, tous ceux qui regardent, vous êtes mariés depuis 28 ans? On est mariés depuis 2000, donc, depuis 2000, donc ça va faire 24 ans cette année et on est en couple depuis 28 ans, bientôt 29. Wow! Félicitations à vous deux, vraiment, c'est un exemple très rare, surtout dans la société qu'on voit actuellement. Selon toi, c'est quoi le secret qui fait en sorte que votre relation a duré autant d'années? Dure autant d'années? Le secret, en fait, c'est de mettre du temps, d'être attentionné, de se permettre d'avoir du temps pour soi, mais du temps ensemble, parce qu'il y a beaucoup de couples, quand ils ont des enfants, qui vont mettre un peu cette portion-là de côté. Pour nous, c'était important. Donc, avant d'être une maman, j'étais une conjointe et je suis restée conjointe. Donc, de mettre les efforts aussi, de rappeler à l'autre personne qu'elle est importante. C'est des éléments comme ça, des petites attentions qui vont faire la différence. Wow. Ça, c'est très bien parce que c'est un bon conseil parce que c'est important de garder sa personne qu'on est nous-mêmes,
la nourrir et aussi important de aussi nourrir la relation de couple pour que ça perdure dans le temps, même quand tu as des enfants. Oui. Surtout quand tu as les enfants. Ouais, c'est vrai, surtout quand tu as des enfants. Hein. Oui. En fait, toi, je peux dire ton âge? Oui. On est déjà rendu là. T'as 47 ans. Et oui. Depuis 2 jours seulement, quand même. Oh! J'étais un bébé 47. J'étais un bébé 47. Wow! Félicitations pour vrai. En fait, merci. Je vais te demander, ça fait quoi avoir 47 ans en 2024? En fait, je suis probablement plus en forme que je l'étais à 25 ans. Premièrement parce que ma fille dormait pas beaucoup, donc je manquais probablement de sommeil. Mais physiquement, je suis plus en forme maintenant parce que, bon, je fais de la course à pied. J'ai recommencé à patiner un petit peu, patinage artistique. Donc, marche pratiquement tous les jours, du yoga. Donc, ouais. Je pense que, ouais. Ça c'est cool. Au moins, tu te tiens actif et tu gardes des activités. Oui. Et je pense que c'est important pour ceux qui veulent avoir une belle vieillesse et une belle qualité de vie parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui deviennent juste paresseux avec l'âge, mais ils mettent ça sur la faute du travail. Mais malheureusement, ton corps n'aura pas pitié de toi quand tu vas vieillir parce que tu n'as pas fait les bonnes actions quand tu aurais pu les faire. Si tu avais un conseil à donner à à une jeune femme dans la vingtaine actuellement, ça serait lequel? Est-ce que tu parles sur le plan en général, le conseil le plus important, mettons? C'est comme tu l'interprètes. Moi, j'aime poser des questions. Des questions larges. Je pose toujours des questions ouvertes à mes invités. Parce que les jeunes de 20 ans, ma fille a 21 ans, donc c'est sûr que c'est cette chose-là que je trouve le plus important. Qu'est-ce que je donnerais comme conseil? C'est peu importe les choix, les décisions qu'on va prendre dans notre vie, de ne pas s'oublier dans le processus, mais pas... parce qu'en ce moment, on est dans une drôle d'ère où, oui, on est à l'ère de « faut pas s'oublier », mais il faut pas tomber dans l'égoïsme non plus, sauf que pas faire les choses juste au détriment de quelqu'un d'autre. Ouais. Fait, la ligne est mince, mais elle est importante. Non, wow. J'adore vraiment le fait que tu aies accepté mon invitation de venir à ce podcast-là. Jusqu'à présent, tu es la doyenne, on va dire, de toutes mes invités. Et j'espère qu'il y aura une autre invitée qui sera ta doyenne et la doyenne de toutes les invités dans le futur. Aussi. J'espère que si vous connaissez quelqu'un qui a 90 ans et qui aimerait participer au podcast, s'il vous plaît, référez-les à moi. Mélanie, est-ce que tu pourrais te présenter à tous ceux qui nous écoutent présentement? Oui, effectivement, je m'appelle Mélanie. Je suis, en fait, curieusement, tu m'as vu comment? Dans une annonce sur Instagram. Parce que moi, dans mon quotidien, j'aide les gens à trouver leur X. Donc, je suis une coach experte en comportement humain. Puis j'aide les gens à aligner leur vie dans toutes les sphères, autant le professionnel, le personnel. Et c'est comme ça, dans le fond, que tu m'as vu passer. Mais avant, j'étais opticienne et évidemment, je suis mère et conjointe, comme on a mentionné tantôt. Wow. Tu as dit t'es mère et conjointe. Oui. Et en fait, est-ce qu'il y a un rôle qui définirait ta vie? En fait, d'abord et avant tout, je suis une femme. Point. C'est quoi être une femme? Excellente question. C'est quoi être une femme? En fait, c'est se poser constamment des questions sur est-ce que je fais les bonnes choses? Est-ce que je fais les bons choix? Qu'est-ce qui se passe? Il me semble que je me sens moins bien. Pourquoi je suis fatiguée? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, c'est pour ça que j'étais fatiguée. Pourquoi je me sens... C'est ça, être une femme. Wow. C'est constamment se demander comment on se sent puis pourquoi qu'on se sent comme ça. En tout cas, on va parler pour moi. Et se demander si je fais la bonne chose. Est-ce que je devrais être ailleurs? Est-ce que je devrais être en train de faire ça? Est-ce que je suis assez productive? Est-ce que je suis... Oui, il y a tout le temps ça, ce questionnement-là. Ouais. Est-ce que tu trouves que... tu dis que tu as 47 ans, donc je suppose que tu es né dans les années 70. Oui, fin 70. Fin 70 et tu as eu ta jeunesse dans les années 80 et 90. Oui. Est-ce que tu trouves que la société t'a jugé différemment parce que tu es une femme?
Je l'ai jamais vraiment senti parce que j'ai été élevée, on était 2 filles, donc il n'y a pas eu de différence notable d'éducation. Dans ma jeunesse, je sentais pas qu'il y avait des privilèges pour un ou l'autre. Je voyais ça comme quand même égal. Oui. OK, c'était quand même égal. Oui. Est-ce que tu dirais alors que tu n'étais pas dans une société qui favorisait l'un ou l'autre? J'ai pas senti ça. T'as pas senti ça? J'ai pas senti ça, ouais. C'est intéressant. C'est intéressant parce qu'il y a plusieurs gens qui sentent qu'il y a de l'oppression de ci ou de ça, et c'est intéressant de voir que ton point de vue, que même en grandissant dans les années 80-90, t'as pas senti ça, donc c'est très bien. Est-ce que tu trouves que, en fait, comme t'es une génération un peu plus élevée que moi, oui. Tu penses quoi de ma génération, de la génération des hommes comme moi et des femmes comme moi? C'est une bonne question parce que j'ai des amis de tous les âges. J'en ai qui ont déjà la soixantaine. J'ai des amis qui viennent d'avoir 30 ans, qui ont des jeunes enfants. Et je vois pas de différence marquée. On dirait que pour moi, l'âge n'est pas vraiment important. Si je m'entends bien avec quelqu'un, c'est qu'on a des valeurs qui se ressemblent, on a des intérêts en commun. Donc, il y a quelques mois, on allait pour la fête d'un ami qui a 30 ans, tu sais, mais j'ai l'âge de ses parents. C'est comme, ben presque, là, en tout cas. Fait que c'est comme, je pense que les défis, effectivement, qui sont vécus sont peut-être un peu différents de ma génération. Mais quand je suis en relation avec des plus jeunes, je vois pas de différence. Je trouve ton point de vue intéressant, en fait. Parce que la plupart de mes invités que j'ai eus, elles étaient, genre, je pense, le plus élevé, elle avait 35 ans et c'était de 20 à 35 ans. Ouais. Et quand je leur demande c'est quoi elles pensent des hommes, des hommes de notre génération actuelle, souvent elles me ressortent, les hommes maintenant sont faibles. Oh. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu es d'accord avec? Est-ce que c'est quelque chose qui résonne avec toi? Est-ce que les hommes des années 80-90 étaient plus forts que nous présentement, à ton avis? C'est le défi là, que les jeunes femmes peuvent rencontrer, c'est qu'elles cherchent un homme qui va répondre à tous leurs besoins, qui va rentrer dans toutes les cases, mais en même temps qui va être fort, qui va être grand, qui va être la personne qui décide. Mais en même temps, c'est moi qui décide, c'est moi qui choisis. Fait que je trouve qu'elle vous en demande beaucoup. Oups! Oups! Oh, elle nous en demande beaucoup? Oui. Je trouve que la demande est grande pour les jeunes hommes de dire à quelqu'un qu'il est faible, c'est un peu c'est quand même lourd à porter et ça dépend de la définition de faible. Mais je pense pas en fait c'est que la personne faible, c'est quoi? C'est de respecter la femme, de respecter qu'elle fasse les premiers pas. C'est d'accepter que c'est elle qui va faire les avances parce que là, on n'a plus le droit. Le consentement, c'est rendu compliqué. Donc, tu vois, le côté un peu insidieux de la chose, c'est qu'on voudrait un homme fort, mais on veut pas que les hommes fassent les premiers pas, fait que le message n'est pas clair. Ouais. C'est un peu... c'est comme des messages contradictoires que, si je comprends, tu trouves que c'est un peu des messages contradictoires que les femmes de ma génération donnent aux hommes? Oui, un peu. Dans ma perception. Là, ta perception à toi, bien sûr, bien sûr. Ça fait plus longtemps que je suis passée par là. Mais je sens que les demandes de ce qu'on exige aux hommes de ton âge sont... Il faudrait qu'il soit papa à la maison, il faudrait qu'il ramène le plus d'argent, il faudrait qu'il soit doux, qu'il ne regarde pas les autres filles, mais en même temps... Tu comprends? Oh, attends, t'as soulevé un point important.
qu'un homme ne regarde pas les autres filles. Ça peut être clashant ou pas, mais je suis là pour poser des questions aussi qui peuvent faire la controverse. Est-ce que tu penses qu'un homme en couple ne peut pas regarder d'autres femmes? Il y a des femmes que ça dérange, puis il y a des femmes que ça dérange pas. Il y en a qui trouvent ça drôle. Il y en a qui vont trouver ça insultant. Si mon conjoint regardait une autre fille avec des étoiles dans les yeux, je suis pas sûre que j'aimerais vraiment ça. Je sais qu'il me voit dans sa soupe, donc je suis pas inquiète. Il y a une question de confiance, mais c'est délicat comme truc parce que il y a des filles qui regardent d'autres hommes. Non? C'est une réalité, ça? Non, je blague. Ben, je pense que oui, ouais. Là. Je pense que oui. Je blague. Mais je pense que oui. C'est vrai, c'est vrai. Dans toute ton expérience de vie, tu as sûrement vu beaucoup de couples différents, c'est-à-dire des couples ouverts, des couples monogames, peut-être des couples polygames et tout. Est-ce que tu penses qu'il y a le couple secret qui ferait mieux fonctionner la société? Ou est-ce que tu penses qu'il y a un couple modèle à avoir? Oh boy, je pense qu'il y a autant de modèles qu'il y a d'humains. Faut trouver celui qui nous ressemble le plus. Mm-hmm. Mais personnellement, je peux pas m'imaginer avec quelqu'un d'autre, puis je peux pas imaginer voir mon conjoint avec quelqu'un d'autre. Mm-hmm. Dans la génération actuelle, je crois qu'il y a cette ouverture-là que je serais pas prête à avoir. Est-ce que c'est mieux? Je le sais pas. Est-ce que tout le monde est fait pour ça? Je suis pas certaine. Ça dépend de notre personnalité. Ça dépend de certaines personnes qui vont être plus le côté dépendant affectif. Ben de partager, c'est de l'intimité, là. Je suis pas certaine que... Moi, j'aurais pas cette capacité-là. Ça, c'est sûr. Je me suis déjà fait cruiser, là, pour aller dans une relation de couple, là, on aimerait ça que tu viennes avec nous, comme non. Il n'y a aucune chance. Il n'y a aucune chance. Wow. Ouais. En fait, le sujet de la cruiserie et la drague, pour ceux qui viennent à l'extérieur du Québec, est-ce que tu te fais draguer quand même régulièrement, te faire cruiser quand même régulièrement en tant que femme dans la quarantaine? Tu sais, à notre âge... Il y a beaucoup de gens qui traversent la crise de la quarantaine, qui vont se séparer, qui vont vouloir reconquérir une nouvelle personne et tout ça. Et ça arrive que... Tu sais, je fais beaucoup de réseautage dans l'entrepreneuriat et tout ça. Et ça arrive des personnes que je sens un intérêt, mais je ne vais pas alimenter ça parce que pour moi, c'est clair qu'il n'y a pas d'ouverture à ce niveau-là. Donc, je ne veux pas envoyer un signal qui serait pas clair, mais pas ouvertement. Là. Tu sais, je vais te payer un verre. Non, c'est pas... je ne sais pas, c'est peut-être pas comme ça, là, mais dans mon temps, c'était ça. Là, non, je pense que c'est encore comme ça, mais... Je participe pas à cette culture-là, mais ouais, je pense que c'est encore comme ça. Mais je peux te conter une anecdote? Ouais, bien sûr, tu peux aller. Il y a un mois à peu près, je suis allée avec une amie souper au resto. Et pendant la soirée, on avait fini de souper. Puis la serveuse arrive avec des shooters. Là, je regarde mon amie fille, comme... Là, on regarde autour de nous, comme d'où vient le shooter, puis on comprend pas. Fait qu'il y a personne qui nous regarde parce que dans mon temps, quand tu reçois un shooter, il y a un gars qui te guette pour voir si tu vas boire le shooter puis te faire signe comme c'est moi qui te le paye. Et il n'y a aucun contact, il n'y a personne qui nous regarde. Fait que moi puis mon ami, on fait comme, ben coudonc. Shooter, tu sais. Fait qu'on clinque, puis on boit le shooter. Et un peu plus loin, il y a la serveuse qui nous regarde comme « Hey! Il fallait m'attendre! » C'était la serveuse qui payait les shooters. Est-ce que c'était parce que c'était un anniversaire ou...
avait décidé qu'elle faisait un shooter à toute la section. Fait qu'elle voulait que tout le monde boive avec elle. Fait que là, on était comme, oups, on n'avait pas compris. Mais non, il n'y avait personne qui nous croisait. En fait, tu m'as fait penser à quelque chose, en fait. Oui. Dans ton temps, est-ce que c'est bien d'assumer que les commencements de relations étaient plus spontanés dans le sens que les hommes avaient le courage d'aller approcher les filles en vrai et les femmes avaient le courage d'aller approcher les hommes en vrai pour dire, bon, toi, tu me plais, j'aimerais qu'on sorte ensemble ou je sais pas quoi? J'aurais tendance à penser que c'était plus simple. Oui. C'était plus... on n'était pas à l'époque de faire le petit papier veux-tu sortir avec moi? Oui, non, là. C'était pas ça. Mais on dirait que rapidement, il y avait moins les clics d'amis, garçons, filles, tout mélangé. Fait que s'il y avait un gars qui commençait à te regarder, puis que là, toi, tu le regardais, puis on croisait le regard, on savait qu'il se passait quelque chose, ben c'était pas long qu'on allait comme « Ah, ben, voudrais-tu qu'on sorte ensemble? » Ça arrivait plus vite, peut-être. Plus rapidement. Tandis qu'aujourd'hui, parce que tu voulais que je parle de la conversation avec mon fils, peut-être? Ah, mais tu peux parler. C'était pas ça, mais tu peux y aller, bien sûr. Parce que je demandais, mon garçon de 17 ans, je lui demandais comment ça fonctionne, s'il y a l'intérêt avec quelqu'un, une jeune fille à l'école et tout ça, puis il disait, je le demanderai pas parce que s'il se fait dire non, il pourra plus être ami avec la fille. Puis là, c'est comme si les filles plus jeunes, maintenant, ils ont beaucoup d'amis garçons. Et si t'es chanceux, tu pourrais être l'élu. De ce que j'ai compris. Si t'es chanceux. Et si t'oses demander ou faire un move, là, mais tu sais, encore là, ça prend le consentement, c'est compliqué. Mais si la personne te dit non, ben là, t'es plus ami avec. Fait que là, ça devient très compliqué. Ça devient plus complexe parce qu'il y a plein de zones grises. Et surtout quand t'es enfant, t'as peur de la réjection. Et en plus, quand t'es à l'école, t'as peur que tout le monde te parle. Ah, t'as mangé une réjection contre cette fille-là, tout le monde va se moquer de toi. Donc, je comprends la complexité là-dedans. Mais aussi, moi, je trouve que moi-même, au secondaire, j'avais jamais eu de copine et tout. Donc, c'est pas aussi dramatique que ça, ne pas avoir de copine au secondaire. Donc, tu vas pas mal virer si t'as pas de copine au secondaire. Donc... tu peux temporiser aussi. Oui. Ça m'a fait penser aussi à quelque chose, en fait, quand tu disais ils sont plus amis. Mais en fait, est-ce que l'amitié entre hommes et femmes, sincère, pure, existe, à ton avis? J'aurais tendance à te dire que oui, ça existe. Mais peut-être que, dépendamment de la tranche d'âge ou de la situation de la personne, ça va évoluer. Dans le sens où, pour moi, c'est évident que j'ai des amis, autant des filles que des gars, des femmes ou des hommes. Je sais pas, ça fait-tu trop bébé quand je dis filles? Non, tu peux dire ce que tu préfères. C'est bon. Mais parce que mon contexte à moi, il est clair. Je suis mariée, je suis en couple, je sais que je veux rester avec mon conjoint. Donc, si je parle avec un autre homme, il n'y aura pas un jeu de séduction, il n'y aura pas peut-être que la personne est intéressée ou des sous-entendus qui pourraient venir comme complexifier un peu la chose. Mais je ne vais pas aller souper au resto avec juste un ami de gars. Ton mari prendrait ça comment? En fait, je pense pas que ça le dérangerait. Mais on a beaucoup, tu sais, avec les années, on a beaucoup d'amis de couple. Donc, on va échanger autant avec l'un, avec l'autre, mais on va être ensemble. Ouais. C'est intéressant parce que c'est vrai que c'est évolué avec le temps. Parce que quand tu es jeune et tout, il y a souvent on est plus à la recherche de notre partenaire de vie. Donc, voilà pourquoi c'est un peu la jungle pour certains gars parce qu'ils veulent... avoir plein de copines, malheureusement, mais ils ne valorisent pas la présence féminine à sa juste valeur. Donc, ça fait en sorte qu'ils ne sont pas capables d'être amis avec des femmes. Et au contraire aussi, il y a parfois des femmes qui sont amies avec des hommes, mais elles savent que ces hommes-là les veulent, mais elles restent quand même en amitié. Tu penses quoi de ça? Parce que moi, je vais dire mon opinion personnelle, mais
moi, je suis pas d'accord avec ce type de comportement-là parce que tu fais perdre le temps au gars. Et tu sais bien que le gars veut pas être ton ami. Mais toi, tu penses quoi de ça? Ben, c'est un peu une forme de... C'est un peu comme de la manipulation dans le sens où, en sachant que l'autre personne a de l'intérêt, si tu fais juste garder la relation en... Mettons, c'est mon plan B, tu sais. Tu peux pas faire ça parce que tu sais que ça fait de la peine à quelqu'un et ça devient ambigu comme situation. Puis je pense que ça... Si les deux personnes s'entendent pas sur le fait que c'est purement amical, il y en a un des deux qui va avoir le cœur brisé. Ouais, à 100%. Qu'on passe à l'action ou non, là. Je pense que tu as bien résumé même comment la situation est. Dans le fond, il y aura un cœur brisé tôt ou tard parce que, genre, si tu vois l'autre personne avec quelqu'un, si tu es intéressé, ben, ça va te péter le cœur. Ouais. Et l'autre personne va dire, ben, je m'en fous parce qu'on est juste amis. Faire semblant de dire on est juste amis, mais tu sais bien que la personne est intéressée. Donc, ça va toujours complexifier la situation pour faire en sorte que vous détestez à la fin parce qu'il n'y a pas de sincérité dans la relation. Ça me fait penser aussi à quelque chose d'autre. Tu dis que tu as 2 enfants, 17 et 21 ans. Oui. Ta fille de 21 ans, est-ce que tu as espoir qu'elle trouve un bon gars dans cette génération? Là, ben en fait, elle est en couple depuis 6 mois. Ils ont fêté leurs 6 mois hier. Et ben oui, j'ai espoir. Tu vois, puis ils sont cute. C'est cute. C'est cute quand c'est tout beau, tout nouveau. Ils sont attentionnés. Ils ont déjà des petites blagues inside. C'est juste beau de voir ça. Et je pense que le défi pour la personne qui est avec ma fille, c'est que ma fille, elle est comme son père, performante. Elle a beaucoup de talent, beaucoup de compétences. Donc, pour suivre ce rythme-là, ça prend quelqu'un qui va avoir des grandes pointures à apporter, là, parce que ça peut pas être quelqu'un qui va gamer sur un divan, là. Ça marchera pas, là. Le beau-fils prend les notes. oui. Non, ça va, il travaille. J'ai senti que c'était une attaque personnelle. Non, en fait, j'ai dit ça parce que j'ai regardé un petit bout de podcast il y a un certain temps, qu'elle écoutait beaucoup, ma fille. Et un des thèmes, c'était comment agir quand ton conjoint il joue à des jeux vidéo. Et ça, c'est une réalité qu'on avait moins, je pense, dans mon temps. Ça fait ma tante. Mais les jeux vidéo, il y en avait, mais je pense que c'était moins omniprésent que ça l'est maintenant pour que ça soit inclus dans... Ça peut être un challenge dans le couple. Wow. C'est vrai, parce que c'était pas tant un aussi gros phénomène que ça. Et malheureusement, c'est devenu une des addictions favorites de gars. Mais moi, je suis d'avis que oui, les jeux vidéo, c'est bien, mais ça ne devrait pas occuper la majorité de ton temps. Tu devrais être plus concentré à améliorer ta vie réelle que les jeux vidéo. Parce qu'en améliorant ta vie réelle sera 100 000 fois mieux que les jeux vidéo. Et tu m'as fait réaliser à quelque chose quand tu as dit dans ton temps, ça fait un peu ma tante. Et ma tante, pour ceux qui sont plus à l'extérieur du Québec, c'est plus tanti ou un peu plus vieille. Est-ce que tu te sens, en vivant et en arrivant, en atteignant un âge dans la quarantaine, est-ce que tu te sens vieille? Pas du tout. Non. Et je sens que j'ai plus d'expérience, mais pas... en fait, c'est... À 25 ans, je me dis, oh mon Dieu, 50 ans, c'est vieux. Mais plus on avance en âge, plus on fait comme, mais finalement, c'est pas si vieux que ça. Mm-hmm. Finalement, je suis encore... Mais je pense que ce qui fait la différence, c'est de garder la forme physique. Parce que si je restais assis, inactive, probablement que là, je sentirais comme, oh my God, je suis plus capable de faire ci, ou je suis plus capable de faire ça, ou, tu sais, les gens qui ont des moins bonnes habitudes de vie,
ben ils sentent parce que physiquement, oui, des fois, là, je reviens de mon jogging, ben j'ai des petites tensions dans les orteils ou un genou qui craque, oui, mais je me dis, je suis encore capable de le faire. Puis mon objectif personnel, c'est à 80 d'être capable de faire encore un demi-marathon. Wow. Ben, il faut que je reste active pour atteindre ça. Au début, c'était un marathon. Et j'ai fait mon premier marathon 2021. Puis je me suis dit que peut-être qu'un demi-marathon, ça serait très confortable à 80. Ouais, c'est vrai que je serais une championne mondiale, en fait, en atteignant cet objectif. Ouais. Tu approches la cinquantaine. Ouais. Et il y a beaucoup, comme tu disais tantôt, qui pensent à leur retraite. Ouais. Ils ne vivent pas l'instant présent. On dirait qu'ils sont un peu découragés. Oui. Ils comptent les années. Quel est l'état mental des gens qui sont de ta génération, selon toi? Il est très varié parce que ça dépend des choix que les gens ont faits. Les gens que je fréquente régulièrement ont un mindset de on va... Il n'y a pas d'âge, en fait, parce qu'on est passionné par ce qu'on fait. Donc, on ne voit pas, il me reste tant d'années à faire ou il me reste, on le voit comme j'aime ce que je fais. Puis, s'il n'y a pas de fin à ça, c'est pas grave parce que mon objectif, comme exemple, moi, mon but, c'est que le plus de gens possible soient alignés. Donc, ma mission va continuer, même si je ne suis pas là. J'espère que les gens vont continuer d'entendre ce message-là. Fait que je ne le vois pas comme j'attends ma retraite. Tandis qu'il y a des personnes qui attendent la retraite, tandis que moi, j'ai plus l'objectif que mon mode de vie actuel s'approche de mon idéal pour que je puisse le garder dans le temps le plus longtemps possible. Il y a des gens qui continuent de travailler, tu sais, Warren Buffett, là, pour bien faire mon beau W. Il a comme 75, 80, puis il est encore actif. Non, il a pas 75, t'es sérieuse? Il a 90 et quelqu'un. Bon, ben c'est ça. Tu comprends? il a pas 75. Je pensais que j'avais mais j'avoue qu'il a l'air jeune, mais c'est ça qui arrive quand tu vis de ta passion, quand tu fais quelque chose que tu aimes vraiment. Ouais. Aucune journée est un travail pour toi parce que tu vis de ta passion. Et en réalité, c'est ça les êtres humains on devrait faire, c'est-à-dire vivre dans notre passion. Malheureusement, je pense que la stratégie pour faire ça, c'est travailler fort pendant que tu es jeune et que ta passion, ça soit un side hustle pour que par la suite, ton passion devienne ton travail principal et tu quittes ton travail dans lequel tu as travaillé fort. Mais malheureusement, quand on est jeune, il y a beaucoup de gens qui pensent juste au plaisir, mais... Après, ils vont penser juste à la retraite pour arrêter leur travail qu'ils n'aiment pas. Oui. Quel est le plus gros regret de ta vie? Le plus gros regret, c'est... on en avait discuté. C'est, en fait, ça n'a été pas facile à trouver, mais je pense que ce que je regrette, c'est dans la vingtaine jusqu'à 35 ans, j'avais aucun intérêt pour l'aspect financier, dans le sens où la connaissance financière, je m'en foutais complètement, c'était pas important. Moi, j'étais le genre un peu comme Céline Dion, là, chérie, je prends-tu la carte de crédit ou je prends la carte de débit? Puis là, il me disait, OK, cette semaine, prends la carte de débit, parfait. Là, je partais faire des commissions. C'est comme, j'avais aucune idée, l'argent qui rentre, l'argent qui sort, les dépenses, le budget, pour vrai, vraiment aucune idée. Et je ne m'intéressais pas à ça du tout. Mais à un moment donné, c'est comme une ressource qui n'est pas sans fin. Et j'ai réalisé que, faut penser à l'avenir, il faut penser à la retraite. Puis c'est là que j'ai commencé à m'informer un peu plus. Fait que c'était mon regret de ne pas avoir eu cette information-là quand j'étais plus jeune, mais j'avais aucun intérêt. Tandis que là, maintenant, ben oui, la question de, c'est pas je veux prendre ma retraite, mais de penser à avoir des systèmes en place pour automatiser un peu plus la rentrée d'argent, puis pouvoir vivre de ma passion, et c'est d'avoir ces systèmes-là en place. Mm-hmm. Mais ça m'a pris de cette intelligence-là, d'utiliser mes compétences qui étaient en dormance pour le côté financier. Mais au moins, tu as appris de ces erreurs-là, et au moins, ça n'a pas été des erreurs
fatal. Non. T'es pas dans la rue, donc ça peut être fatal au moins. Oui, c'est ça. Je me reprends en charge. Dans le fond, je rattrape ce regret-là, oui. Est-ce que tu recommanderais aux jeunes hommes comme moi ou aux jeunes femmes comme moi, peut-être elles commencent un nouveau couple et elles sentent que c'est l'homme de sa vie ou la femme de sa vie, d'avoir un compte conjoint avec cet individu-là? En fait, oui, d'avoir un compte conjoint, mais de ne pas avoir seulement un compte conjoint. Ça, c'est de garder une partie pour soi, de rester alerte, de s'occuper de ses affaires, en fait. Ce que je n'ai pas fait. Je m'en suis pas occupée. J'étais dans le pays des licornes, puis je pense que c'était pas la meilleure solution. Donc, je recommande de s'occuper de ses affaires puis d'être au courant de qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, combien ça coûte, où est-ce que je perds mon argent, où est-ce que je la dépense. Parce que des fois, on trouve ça cher d'investir sur soi-même, mais on va dépenser 150$ au resto. Puis ça, ben ça se passe en une fraction de seconde. Fait que c'est cette chose-là que je trouve importante puis que je recommande de rester alerte. Ouais. J'aime faire l'avocat du diable dans ce podcast. Vas-y. Qu'est-ce que tu répondras à l'argumentaire qui dirait que c'est quelque peu égoïste d'avoir ces choses de côté? Ben en fait, c'est pas égoïste. C'est d'avoir un compte conjoint pour bien toutes nos dépenses communes, mais il y a une portion de ce que j'ai vécu, c'est que si l'autre personne a une tendance naturelle à acquérir plus d'objets, il va se reconnaître, ben, c'est que ça ne viendra pas jouer sur mon stress à moi, parce que moi, j'étais à l'époque où on disait l'argent ne pousse pas dans les arbres, faut pas, tu sais, en tout cas, ma mère avait une expression aussi, genre, l'argent, elle sort pas de quand je vais aux toilettes, là, bon. Donc, c'est comme si, quand ma mère utilisait la carte de crédit, c'était comme, oh mon Dieu, on n'a plus d'argent. Fait qu'il y a comme des traumatismes un peu avec l'argent. Et quand l'autre personne achète beaucoup, ça me faisait vivre une réaction, mais c'est pas le comportement de lui, il achète, c'est l'argent que j'ai pas le contrôle ou quoi que ce soit. Fait que si naturellement on a cette tendance-là, ben, d'avoir le contrôle sur une portion, pas tout le contrôle, parce que nous, ça n'a jamais été un problème de dire on met tout ensemble et que ce soit un ou l'autre qui achète, il n'y a jamais eu c'est ton argent, mon argent. Fait que je comprends que la notion, elle peut être mal perçue, mais en même temps, c'est qu'aujourd'hui, c'est un peu un regret de ne pas avoir vu ce que j'avais bâti, mettons. Wow. Je pense que c'est une bonne réponse que tu viens de donner là, parce que genre... C'est une bonne réponse. mais ça m'a fait penser un peu aux anciennes manières et tout, et ça m'a fait penser aussi à tes parents, à toi. Est-ce qu'ils étaient nés avant la Deuxième Guerre mondiale ou, Ils étaient nés avant moi. Ben non, mais ils étaient nés de quelle génération, tes parents, toi? Mes parents, ma mère, 60... C'est les années 53, 56, mes parents. Ok, 53, 56. Ok, leur arrière-grand-père, alors, tes arrière-grands-parents. Non, mais je suppose que tu les as pas vraiment connus ou tu les as connus? Non, j'ai connu mes grands-parents, ouais. Ok, bon. Ok, tes grands-parents. En fait, tes grands-parents, eux, ils étaient dans les années 1910 et tout. Ouais. Ils ont trouvé ça comment? La Grande Dépression, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont vécu ça comment? Est-ce qu'ils avaient peur? Ou c'était comment la vie? C'est des gens qui, je pense, qui ont dû s'adapter à vivre avec très peu. Donc, qui étaient très économes. Et je pense que c'est de là que vient l'éducation de la génération de mes parents, d'avoir peur de manquer d'argent, de vouloir le plus possible économiser. Ma mère, elle faisait 5
places différentes pour que l'épicerie coûte le moins cher possible, à regarder les rabais. Fait que c'est probablement ça l'impact que ça a eu sur eux. Puis mes grands-parents, c'est des discussions que j'aurais aimé avoir aujourd'hui, mais évidemment, ils ne sont plus là. Mais c'est des choses qui nous partageaient comme pas vraiment. Je pourrais pas dire, mais ça serait des belles conversations. C'était quoi ta vision d'eux quand tu étais jeune? Mon grand-père. OK, j'ai un grand-père, j'avais 5 ans quand il est parti, puis j'ai une grand-mère que j'ai jamais connue. Donc, c'est plus mes grands-parents paternels que j'étais proche. Ma grand-mère maternelle, c'était comme ma deuxième mère. On était vraiment proches, moi puis ma petite grand-maman. Mais mon grand-père, il me faisait peur. Parce qu'il était sur sa chaise berçante, puis il faisait juste chialer. Comme, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu vas là? Pourquoi tu vas? Qu'est-ce qu'il y a encore? Moi, j'avais bien peur de mon grand-père. Fait que je pense pas qu'il était méchant, là. Je pense pas. Je pense juste qu'il jappait bien fort, mais il n'a jamais mordu personne. mais ma grand-mère, j'étais sa préférée parce que j'étais sa première petite fille. Fait que j'ai été gâtée, chouchoutée. Ouais. Pendant 4 ans, j'étais la seule enfant. Ouais. S'ils verraient les générations actuelles, tu penses qu'ils penseraient quoi de nous? Je pense qu'ils comprendraient pas grand-chose. Ils seraient vraiment... tu sais, c'est des gens qui ont travaillé beaucoup de leurs mains, Mon grand-père était soudeur, ma grand-mère était coiffeuse. Tu sais, c'est des gens qui, physiquement, faisaient du travail, qui pourraient pas comprendre qu'on est assis toute la journée devant un ordinateur ou qu'on prend le temps de discuter, comme pourquoi, comme fait les choses. Fait que je pense qu'il y aurait de la misère à comprendre, comprendre un peu comment la société fonctionne vraiment. Hein. Ouais. Et toi, de ta perspective à toi, est-ce que la société s'en va dans une bonne direction, à ton avis? Ça dépend dans quel sujet. Ça dépend dans quel thème. Dernièrement, on a écouté un film qui s'appelle Idiocratie. C'est un vieux film quand même, là, mais ça montrait une société où on avait mis l'emphase sur seulement le divertissement, seulement tu sais, les vidéos drôles, les jeux vidéo, les gens font plus d'exercice, et où la culture ou l'éducation est comme moins importante. Et ça fait réfléchir beaucoup. C'est en 2500, là, quelque chose comme ça. Là. Et si on s'en va vers là, la loi du moindre effort, je veux plus travailler, je voudrais tout ici maintenant, ça pourrait être une tangente qu'on peut prendre qui fait peur. Donc, il y a des éléments qu'il faudrait peut-être revoir, à mon sens. Mais je pense que ça peut être une peur légitime dans le sens que je pense que ça, c'est un truc générationnel dans le fond, que chaque génération trouve que l'autre génération ne fout rien, mais en réalité, l'autre génération fait beaucoup. C'est juste la perception. Tu vois que tu disais que tes grands-parents, ils verraient maintenant, ils disent, on fait quoi? Mais en réalité, on travaille quand même. C'est juste que on est même plus productif qu'eux en général, mais c'est juste qu'ils ne voient pas ça comme productif, même si en réalité, c'est productif. Donc, c'est peut-être aussi par le design même de comment la vie est faite pour être vécue. Et ça m'a fait perdre le fil de mes pensées, mais c'est pas vraiment grave. Est-ce que... Bon, en fait, en fait, toi, tu as un fils, non? Oui. Oui, j'ai un fils. Quelle serait la femme parfaite pour un enfant comme ton fils, dans le fond? Quelles seraient les caractéristiques qu'une femme devrait avoir pour mériter ton fils? Ou quelles seraient les caractéristiques qu'une femme devrait avoir pour être une bonne femme pour un jeune homme en général?
Wow. Ça va prendre une personne qui aime le mystère parce qu'il est très mystérieux. Et ça va prendre quelqu'un qui... Wow. Honnêtement, je pense que lui-même, il se cherche encore beaucoup. Donc, de savoir qu'est-ce qui va venir alimenter ce jeune homme-là, c'est difficile. Et je pense que parce que c'est le mien, c'est encore plus difficile. Et j'espère, en fait, qu'il va y avoir quelqu'un qui va aimer l'action, bouger, premièrement parce que c'est un sportif. Donc, c'est sûr que ça prend quelqu'un qui bouge, mais qui va aussi le stimuler mentalement autrement que de... Tu sais, quelqu'un qui serait sur son téléphone tout le temps, puis tout ça, là, ça va prendre quelqu'un qui... Parce qu'il y a comme plein d'aptitudes, je pense, qui sont en dormance encore, qui sont pas encore découvertes, ou on sait pas encore exactement. Fait que je sais pas exactement, mais ça prend vraiment... c'est ça, quelqu'un qui aime l'action parce qu'il bouge, il joue au basket tout le temps, tout ça. Mais j'aurais bien de la misère. Ça aurait été facile si tu m'avais demandé pour ma fille, puis pour mon gars. Pour ta fille, alors. Quel serait l'homme idéal pour ta fille? Ben c'est... En fait, là, c'est touché parce qu'elle a un chum. Je viens de réaliser. C'est pour qu'il s'améliore. Oui, bon. Ben en fait, là, pour être avec ma fille, ça prend quelqu'un qui aime la musique parce qu'elle aime le piano, chanter, qui a un côté artistique ou qui va l'encourager là-dedans. Et ça prend quelqu'un qui a du leadership parce qu'elle en a beaucoup. Donc, ça prend quelqu'un qui va suivre, mais qui va aussi être capable de prendre des décisions parce que sinon, elle va se tanner si la personne fait juste dire comme elle veut, là. Elle a besoin de ça, ouais. Puis de quelqu'un qui a de l'ambition. Idéalement, là. Pas nécessairement la grosse affaire, mais encore une fois, comme on parlait, là, un gamer ou quelque chose, mais quelqu'un qui a une vision à long terme ou quelqu'un qui a des objectifs de vie plus que, je sais pas, métro, boulot, dodo, peu importe, là, parce qu'elle a un côté entrepreneur assez plus que nous deux, là, ensemble. Fait que, ouais. Ouais. Mais en fait, en t'entendant parler, les gamers, ils vont tous pleurer parce qu'ils comprennent que c'est quelque chose qu'ils doivent vraiment arrêter. Donc, Non, mais en fait, OK, on va rétablir. Le gamer, c'est correct. Comme moi, j'aime regarder de temps en temps une série Netflix, un épisode, 2 épisodes, ça arrive, je l'échappe, j'écoute 3 épisodes. C'est correct. Mais si ta vie tourne autour de cette activité-là, c'est là que c'est problématique, peu importe l'activité. Je fais des blagues avec les gamers parce que mon conjoint a déjà joué à des jeux vidéo aussi. C'était... Non, mais c'est... mais de lui-même, c'est que tu perds la notion du temps quand tu es dans ce genre d'activité-là. Et c'est là où ton temps te file entre les doigts puis tu te rends pas compte. Donc, c'est plus à ce niveau-là pour pas puis tomber dans l'irréel. Puis finalement, ben la vie normale t'intéresse plus parce que tu as juste hâte de retourner dans le virtuel. C'est un peu plus à ce point-là, dans le fond. Mais tant que c'est pas... je connais quelqu'un que tous les soirs, son conjoint, il joue, là. Mais ils ont des enfants, là, puis ils s'en occupent pas, là, puis ils travaillent toute la journée, puis le soir, il va gamer. Wow. Tu vois, fait que c'est peut-être pour ça que mon jugement est sévère. Mais si le matin, tu as besoin de ta demi-heure de gaming, puis après, tu pars ta journée, puis tu es full performant, il n'y en a pas de problème. Du moment que tu fais ça avec un bon équilibre qui permet de faire toutes les responsabilités que tu as dans ta vie, c'est parfait, en fait. Mais... Tu me fais penser à quelque chose que je pense que c'est quand même bien. Toi, comme tu es de la génération plus avancée que la mienne. Oui. C'est quoi t'aimes pas de notre génération? Oh boy, ben non, écoute, je trouve ça, premièrement, je connais pas tout le monde de la génération, là. Mais
sais, j'admire les jeunes comme toi, tu décides, tu veux comprendre la communication avec les femmes, fait que go, je fais un podcast, je suis comme wow, good, tu sais, c'est hot. Quand j'étais dans mes formations d'investissement immobilier, puis il y a des jeunes de 25 ans, je suis comme, mais mon Dieu, que j'aurais aimé ça être capable de penser à ça à ton âge. Fait que je trouve qu'il y en a qui sont super inspirants, beaucoup plus allumés sur plein d'affaires, beaucoup plus informés. L'intelligence émotionnelle que je suis capable de transmettre à mes enfants, je me dis, mon Dieu, si j'avais eu ce bagage-là quand j'étais jeune, c'est juste qu'il y a beaucoup de potentiel, mais il ne faut pas le gaspiller. C'est surtout ça. Mais j'ai pas une opinion pour dire c'est bon ou c'est mauvais. On est effectivement juste pas nécessairement la même génération, donc la même éducation. Mais je pense qu'on a toutes les possibilités, puis vous êtes chanceux. Il y a encore plus théoriquement en avant que moi j'en ai. Donc, si vous avez envie de prendre une décision, c'est toujours le bon moment, c'est tout le temps maintenant. Ouais, c'est vrai. De ne pas attendre, ah ouais, mais là, c'est pas le bon timing. Le bon timing, il n'y arrivera jamais. Un peu comme avant de passer à l'action, souvent, on attend que toutes les lumières vertes allument. Mais ça ne sera jamais ça sera jamais le cas. Fait qu'il faut oser, puis au pire, on prendra une décision s'il arrive un obstacle. Mais ouais, je pense pas que c'est une question de génération. Vous avez plein de potentiel. Il faut l'utiliser. Merci beaucoup de ne pas décourager les jeunes générations. Mais non, faut pas. Là, on avait parlé un peu de la différence de comment les gens se mettaient en couple et comment ils tombaient amoureux. Tu penses quoi des sites de dating? Tu penses quoi de ça? Wow, honnêtement, j'ai jamais utilisé. Ça serait un peu bizarre qu'ils l'apprennent dans ton podcast. Non, j'ai jamais utilisé, mais j'ai des amis qui ont rencontré des gens sur ces sites-là. Donc, ça fonctionne. Mais c'est le défi, je pense, et même c'est avec ça, avec les réseaux sociaux aussi, les jeunes, là, c'est qu'ils vont avoir des interactions avec plusieurs personnes en même temps, puis rencontrer des fois peut-être même plus qu'une personne. J'ai une image en tête, mais bon, quelqu'un que je sais qu'un soir c'était un soir c'était une autre personne. C'est un peu intense. C'est un peu comme d'essayer de forcer les choses ou d'accélérer les choses au lieu de prendre le temps de voir si la personne peut correspondre ou non. Mais comme je te dis, je l'ai pas expérimenté. C'est un univers qui m'est comme pas vraiment connu, donc je peux pas juger si c'est bien ou mauvais, mais je pense que maintenant, il y a beaucoup de gens qui ont peur ou qui n'osent pas sortir ou passer à l'action. Fait que c'est peut-être un pas plus facile pour entrer en contact avec quelqu'un. Ouais, c'est fait plus pour... En fait, ça fait en sorte que les hommes et les femmes deviennent plus timides pour avouer leur flamme ou deviennent moins courageux de parler en vrai. Mais toutes ces choses-là existent, mais pour vrai, pour ceux qui sont trop timides, il y a l'impact, le plus gros impact, c'est quand tu fais en réalité, parce que sur ces réseaux-là, parfois, quelqu'un peut t'ignorer, mais quand il te voit en vrai, t'es tellement charismatique que ça marche. Donc, c'est vraiment ça. Il faut pas avoir peur de la réjection dans la vie. Si tu es capable de prendre la réjection, tu peux obtenir tout ce que tu veux dans la vie pour vrai. Absolument. T'es marié depuis 24 ans ou 24, oui. Presque 24 ans. Oui. Est-ce que tu recommandes le mariage pour tout le monde? Pour tout le monde, peut-être pas, parce qu'il faut être prêt à s'engager. Mais nous, c'était pas tant les croyances religieuses, c'était l'objectif on fait un party, qu'on invite tout le monde et on va devant tout le monde se dire qu'on s'aime. Puis c'était parti d'une blague. Donc, c'est après quelques mois qu'on était ensemble, on avait fait... on était souvent l'un et chez l'autre. Puis on avait sa petite sœur qui avait dit « Coudonc, vous êtes toujours ensemble, allez-vous vous marier? » Puis les deux, on s'était revirés, puis on avait dit « Ben oui. » Puis t'es comme « Quoi? » Les deux en même temps, on avait comme aucune hésitation. T'es comme « Oui, on va se marier. » Puis, on avait dit, ah oui, puis là, j'avais dit au hasard, on va se marier le 24 juin parce que moi, j'aime la Saint-Jean-Baptiste, j'aime la musique québécoise. Fait que je me disais, belle date, tu sais, tout le monde va être en congé. Puis,
quelques années plus tard, on a réalisé que c'était un samedi, le 24 juin de l'an 2000. Donc, on s'est mariés le 24 juin de l'an 2000. Fait que c'était comme une blague, mais qui est devenue vraie. Et c'était... Merci. C'était pour le plaisir de la journée. Et ce que les gens se souviennent de cette journée-là, c'est qu'ils ont eu du fun. Ils disent que c'était... Tu sais, c'était pas stressé de « il faut qu'il se passe telle chose, telle chose, telle chose ». Moi, je suis pas beaucoup dans le contrôle, là. Fait que la séquence et tout ça, c'était pas tant important. L'objectif, c'était que la musique soit bonne, que le monde puisse danser, qu'on mange bien, mais pas en train de capoter à qu'est-ce qu'on va manger. La simplicité, des fois, là, c'est la meilleure des solutions. Wow. Fait qu'il faut juste que les deux soient dans le même état d'esprit, puis pas juste le faire pour avoir les photos de rêve, là, parce que ça sert à rien dans la vie, les photos. C'est vrai. Ouais, j'avoue que ça sert à rien, mais peut-être t'es pas... Ben, toi, t'as dit que tu t'es marié par coup de tête aussi? Non, je me suis mariée par amour. Par amour? Non, mais t'as dit que c'était comme une blague. T'as dit que c'était une blague. Oui, c'est une blague il y a plein de blagues qui ont mal viré. En fait, c'était ça que je voulais dire. Oui, il y en a qui se sont mariés à Vegas. Ça, c'est un vrai coup de tête. C'est ça. Mais ouais. Non, mais il y en a qui... Excuse, c'est parce que j'ai des amis qui se sont mariés à Vegas, puis c'était pas un coup de tête. Fait que là, je me suis dit d'un coup qu'ils entendent ça. OK. Mais c'est pas grave. Au moins, ils savent d'où ça vient, la blague. Oui. Les mariages, c'est vraiment pas facile. Et vous êtes mariés depuis bientôt 24 ans. Oui. Est-ce que l'adultère est pardonnable dans une relation quand les enfants sont impliqués? Il y a des années, je t'aurais dit que pour moi, c'était impardonnable, que je pourrais jamais passer par-dessus ça. Dans la trentaine, c'était le discours que j'avais. Je pourrais pas passer par-dessus. Et il y a quelques années, on a des amis qui ont vécu une situation un peu problématique. Et ça m'a fait revoir mon point de vue parce que je me disais, est-ce que je balayerais du revers de la main une relation, une proximité, tu sais, pour une erreur, un obstacle, un défi, et le point de vue a changé. Et je pense que, bon, évidemment, dépendamment des circonstances, du contexte, de est-ce que, tu sais, c'est une relation qui dure, bon, OK, là, peut-être pas, mais si c'est un accident une fois, peu importe, je pense que j'aurais tendance à vouloir réessayer avec la personne. Fait que je suis moins tranchante que je l'ai déjà été sur ce point-là, ouais. Non. C'est très admirable parce que je pense que surtout les gens dans la jeunesse, on n'est pas vraiment tolérant par rapport à ce type d'action-là, mais je suppose qu'avec l'âge et avec tous les enjeux, tous les moments que vous avez passés ensemble, que je dis peut-être, bon, OK, il est tombé une seule fois, au moins, il tombe pas chaque jour, même s'il y a des hommes qui tombent chaque jour. C'est ça. C'est ça, il faut savoir trouver c'est qui tombe chaque jour et c'est qui est tombé vraiment par erreur. Tu sais, c'est ça. Puis dans la balance, c'est là aussi, tu sais, est-ce que je vais comme tout laisser tomber? C'est vraiment, tu sais, mettons là, en 25 ans, c'est une fois et il a échappé ou je l'ai échappé, mettons, tu sais, je sais pas, ben c'est pas le même impact que si ça fait 6 mois qu'on est ensemble, puis il a déjà été voir ailleurs, là, OK, il y a un peu, là. Ça, c'est manque de respect là, total. non, ça marche pas, là. C'est wow. c'est ça la différence, je pense. C'est vrai, parce que s'il n'y a pas eu beaucoup de temps et la personne pense déjà à d'autres personnes, ben, c'est clairement pas ta personne pour être franc, là. J'aurais une dernière question pour toi, comme on est quasiment à 1 heure et je veux que les épisodes durent 1 heure maximum. Sinon, je pourrais parler pendant 4-5 heures. Mais on a parlé de mariage, on a parlé d'amitié homme-femme, on a parlé aussi de tes enfants. Et j'aimerais retourner sur le point des enfants. Ça fait quoi de devenir parent?
comment ta vie a été altérée du jour au lendemain? Oui, altérée, c'est le bon mot. ça chamboule un peu, mais en même temps, c'est un choix. Là. Nous, c'était pas un accident. Mais c'est... il y a des chiens, hein? Okay, c'est des sauvages. Je me demandais qu'est-ce que c'était. Mais c'est le rôle, comme je disais, le rôle le plus difficile de ma vie, mais le plus important et le plus valorisant en même temps. En plus d'être parfois ingrat, mais c'est ça change qui on est pour le mieux parce que les enfants, c'est nos meilleurs enseignants. Parce que si tu as un défi, une peur, une limite quelconque, c'est des beaux miroirs pour te remettre ça d'en face puis te dire « Ah, tiens, cette attitude-là me dérange. Ah, ça se peut que moi, je fais ça quand je me sens de la même façon. » Donc, c'est des très bons enseignants. Wow. J'ai appris beaucoup et tout le développement personnel, le cheminement que j'ai fait, bien, au départ, c'était pas pour moi, c'était pour être un meilleur modèle pour mes enfants. Fait que ouais. Est-ce que tu recommanderais d'avoir des enfants? En fait, je recommande d'avoir des enfants si c'est quelque chose qu'on veut, mais je recommande pas d'avoir des enfants si on n'en veut pas. Parce que c'est pas un cadeau à faire à quelqu'un d'avoir un enfant si tu n'as pas la conviction que c'est pour toi. OK. Parce que ça prend tu sais, c'est une dévotion, là, des enfants, là. Tu choisis pas, il n'y a pas une switch on-off, là. C'est vrai, c'est une décision à vie. Irrévocable, là. Tu peux pas changer d'idée et dire « Oh, finalement, je le veux plus. Je vais le retourner d'où il vient. » Je vais le retourner au McDo. Je vais faire rembourser mon Big Mac. C'est ça. Ça marche pas comme ça. Fait que tu peux pas changer d'idée. Puis l'autre chose aussi que je peux dire, c'est qu'un enfant, ça rapprochera pas un couple. Fait que si le couple bat de l'aile, l'enfant va juste comme amplifier les problèmes, amplifier les problématiques de l'un, de l'autre. Les défauts d'un, de l'autre vont juste être pires parce que my God, quand t'es fatigué, tu dors pas, il y a un enfant qui braille, t'as peu, là. Tout s'amplifie, j'avoue que ça, c'est un bon point et ça nous permet aux jeunes gars, jeunes femmes comme moi de pas faire certaines erreurs que peut-être que toi, tu aurais fait et aussi le fait même que tu aies partagé ton expérience à ce podcast, ça permet à moi et aussi à tous ceux qui nous écoutent de pouvoir mieux planifier leur futur pour pouvoir savoir quoi faire et quoi pas faire. Et je pense aussi que ta perspective a vraiment beaucoup enrichi notre auditoire parce que c'est ça qui est bien quand tu invites quelqu'un de plus âgé que toi parce que tu as beaucoup plus d'expérience de vie que nous en réalité. Donc, tu peux nous apporter vraiment des histoires très intéressantes et je trouve que tu nous as apporté vraiment des très beaux partages. Vraiment beaucoup. Merci Mélanie pour ça. Est-ce que toi, tu aurais un mot de la fin par rapport au podcast ou juste en général? En fait, je sais que ça s'appelle Parlons-nous, hein, c'est ça? Mm-hmm. Donc, c'est important de se parler dans le couple et je t'ai entendu le dire aussi, mais je veux le renommer. Parler, c'est important, mais écouter, ça l'est encore plus. Mm-hmm. Parce que souvent, quand on est en conversation, on écoute l'autre personne, mais on prépare déjà notre réponse. Donc, on n'est pas toujours en train d'écouter la personne. Et si bon, là, c'est un podcast, donc c'est normal qu'on échange, mais en conversation avec quelqu'un, si on laisse le temps à la personne d'exprimer son idée au complet, on va pouvoir descendre encore plus dans la vulnérabilité puis avoir encore plus d'informations de qu'est-ce qui se passe dans son cœur. Mais si on reste juste en surface, on ne saura jamais le fin fond, comment la personne se sent, parce qu'on est juste en réaction à ce qu'elle dit. Donc, ça, c'est une tactique que je pratique beaucoup avec mon garçon, vu qu'il ne parle pas beaucoup. Des fois, j'attends voir s'il a terminé. S'il n'a pas terminé, je le sais que c'est
le temps que ça prend pour lui pour accéder à encore un peu plus d'informations. Fait que ça vaut la peine, puis c'est la même chose dans la relation de couple, parce que des fois, on fait juste comme on se relance la balle, mais c'est pas là où ça va être le plus enrichissant pour les deux. T'as raison, c'est très important quand tu communiques, c'est communiquer pour comprendre, c'est-à-dire la communication, oui, on dit c'est communiquer, parler et tout, mais en réalité, c'est écouter. Et il y a beaucoup de gens qui écoutent pour répliquer, mais pas écouter pour comprendre. Mais quand tu apprends à écouter pour comprendre, tu as vraiment des discussions incroyables. Ouais. Et je vais donner une arme létale à ceux qui ont été assez courageux de regarder jusqu'à la fin. Parfois, quand tu parles à quelqu'un, tu as peur peut-être des moments de silence, mais c'est là où il y a toute la force. Parfois, tu peux dire quelque chose et tu trouves que la personne a répondu trop vite. Et toi, tu as envie de remplir directement le silence. Mais non, ça, c'est une grave erreur. Fais juste semblant d'attendre 4-5 secondes de plus. La personne va dire quelque chose de plus. Donc, ça va te permettre d'avoir des discussions encore plus profondes parce que, en général, les gens, même comme ils n'aiment pas le silence eux-mêmes, ils vont remplir cet instant-là avant même que toi, tu aies le temps de remplir. Donc, vraiment, soyez patient quand vous parlez. Écoutez vraiment et essayez pas de remplir les moments de silence parce que ça fait partie du game. Si tu es capable de bien être confiant pendant un moment de silence, ça veut dire que tu es confiant en toi-même et la personne va se sentir bien à parler avec toi. Exact. Puis elle va se sentir entendue parce que la plupart du temps, les gens n'ont pas besoin d'une solution. Ils ont besoin d'être entendus. Exactement. Donc, des fois, là, puis ça, les gars, c'est « Ah, mais t'as-tu pensé faire ça? T'as-tu pensé faire ça? Puis tu pourrais peut-être... » Puis la fille, elle veut juste qu'on l'écoute puis qu'on dise... C'est vrai. Moi, des fois, j'ai dit à mon chum, je veux juste que tu me dises « Pauvre petit minou. » Puis là, il dit « T'es sérieuse? » J'ai dit « Oui, je veux juste faire pitié 5 minutes. » Puis après, ça va être correct. OK, j'enregistre ça. Ouais, j'enregistre ça. Tu peux prendre une autre expression si c'est une autre expression. Non, dans le sens que genre, je savais pas que parfois tu veux juste faire pitié et juste qu'on te dise, tu fais pitié. Ah ouais? Oui. Je pensais que c'était genre, tu veux qu'on t'écoute, mais genre, qu'on dise que tu fasses pitié, ok. C'est intéressant à savoir. Mais tu peux poser la question. À la personne. Hein, le mieux, c'est de poser la question parce que il y a des gens qui veulent pas faire pitié, tu sais. Mais des fois, c'est ça. C'est comme, ah ouais, hein, ça doit être pas facile. Ah non, c'est vraiment pas facile. Puis là, t'es comme, OK, il comprend. Wow, OK. Enfin, il comprend. Ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup encore une fois, Mélanie, d'être venue à ce podcast-là. Ça fait plaisir. Et à la prochaine.